Ok, ben c'est parti. Rebonjour à tous. Alors, on s'est déjà tous un peu retrouvés dans ce genre de situation où on est un peu la tête plongée dans notre code et on ne sait plus vraiment ce qu'il fait. On va se poser la question, qu'est-ce que fait la méthode? C'est quoi ce commentaire? Bref, on a quand même pas mal de mal à avoir du code qui soit lisible et maintenable. On a beaucoup de mal à avoir du code qui ne bug pas. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va se tourner vers les nouveaux outils, vers les nouvelles technologies pour tenter de résoudre ce problème. Par exemple, avant j'étais en Struts 1, j'avais une application qui était infâme, mal codée, etc. Je me dis, on va migrer les technologies, on va passer sur des trucs un petit peu plus modernes, comme Spring Boot et Angular, et en essayant de résoudre le problème. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Ça fait à peu près 50 ans qu'on fait du logiciel, et ça fait à peu près 50 ans qu'écrire du code, c'est très compliqué. Et c'est toujours très compliqué de faire simple. Alors, au tout début, on avait des petites machines. Et avec les petites machines, on avait des petits problèmes. Puis la puissance des machines a évolué. On a eu des machines de taille moyenne et les problèmes qui vont avec. Et aujourd'hui, on a des machines qui ont une puissance gigantesque et on a des problèmes de taille gigantesque. Alors, d'où ça vient? Donc comme je dis, ça fait 50 ans qu'on fait du code et ça fait même 50 ans qu'on est dans ce qu'on appelle la crise du logiciel. Depuis tout ce temps-là, on n'a pas tout encore les moyens d'écrire du logiciel qui soit maintenable dans le temps. Comment avoir un projet qui a une durée de vie supérieure à 2 ans? Comment avoir un projet qui soit bien écrit et maintenable à travers le temps? Donc, ensemble, pendant les prochaines minutes, on va essayer de voir comment bien écrire du code legacy de demain, donc nos applications d'aujourd'hui, pour que ce problème ne se répercute pas sur les générations de développeurs à venir. J'ai parlé un petit peu, je vais vous demander de parler aussi. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? Un beau paysage. Alors, c'est pas le fond d'écran de Windows XP. C'est une prairie. C'est un peu prairie. Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Le calme. Le calme, ouais. Nature. C'est Ouais. propre. C'est propre. Ouais. Super. Alors c'est propre. C'est un nouvel environnement. C'est un environnement, c'est un nouveau projet. C'est un endroit où on n'a pas d'historique. Et c'est de par cet endroit qu'on va démarrer quelque chose, un nouveau projet, et on va pouvoir démarrer très très vite. On n'a pas de code legacy à traîner avec nous, qui nous traîne aux pieds. On va pouvoir développer les features après features, et ça va aller super super vite. Qui a déjà connu ce genre d'environnement et travaille aujourd'hui dans ce genre d'environnement? Moi j'ai connu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Quelques personnes qui travaillent dans ce genre d'environnement. Soyez honnête. Ah non, Vous êtes vraiment pessimiste. Hein. ok. Normalement, il y a un peu plus de personnes qui l'aiment. Il y a un arbre d'eau. Comment? Il y a un arbre d'eau. Alors, la plupart du temps, les projets sur lesquels on travaille, on va travailler tout au long de notre carrière, vont ressembler à ça. À des endroits qui ne sont pas si proches que ça. Et c'est pas super sympa de travailler dans ce genre d'endroit. Alors, comment on en est arrivé là? Pourquoi le projet a ralenti? On a les choses qui prenaient des heures à développer auparavant, prennent maintenant des jours. Les développements qui prenaient des jours, maintenant, prennent des semaines. Comment on en est arrivé là? Alors, en tant que développeur, on va dire, c'est l'équipe d'avant, il y a eu 3 rotations, ils ont fait de la merde, ils ne savaient pas développer, c'est pas mon problème. Sinon, ce qu'on peut dire, c'est le métier. Le métier, ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils voulaient, ils ont changé 5 fois les specs, et puis au fur et à mesure des développements, on est arrivé à ça. Ou alors, c'est le management. Le management nous a pas laissé le temps de finir le projet dans les temps qu'on voulait, ils nous ont mis la pression, et on est arrivé à ça. À aucun moment tu te dis que c'est toi qui es nul et que tu comprends pas le projet. C'est ça. Quatrième. J'y venais. En fait, non, c'est pas. La source de problème, c'est pas tous ces gens-là en fait. C'est pas ces gens-là qui codent, c'est les développeurs qui codent. Donc ce problème, c'est notre problème. Si jamais on arrive avec un projet qui est dans cet état-là, c'est que nous, en tant que développeurs, on n'a pas su dire au management et aux gens du métier, leur faire remonter les informations nécessaires pour éviter ce genre de cas. Donc c'est aux gens du métier, c'est aux développeurs de faire remonter les informations et les bons indicateurs au métier, au management, pour prendre les bonnes décisions afin qu'on évite d'arriver là.
Alors, comment éviter ça, selon vous? Comment éviter de passer d'une prairie à un champ d'orge? On arrête de coder. Alors on peut, ouais, il faut quand même qu'on fasse des logiciels. En code écologique. Ouais, On nettoie régulièrement. ouais, on nettoie notre code, on en prend soin. Ouais, pas plus d'idées que ça? J'ai tout mon temps. Comment vous faites aujourd'hui pour éviter que votre projet sombre avec du code pas si propre, avec des dépendances qui vont. Il faut une tolérance zéro, pas laisser mettre une seule poubelle, puis deux, puis trois. Casser le refaire, donc refactoring, On met en place Ouais. des règles. des règles, Au-delà des tests pour pouvoir comprendre Des comment ça tests. fonctionne. ouais. Ok, bon, on va essayer de voir tout ça ensemble alors. Alors, on va parler un petit peu de code propre. Un code propre, c'est toujours écrit avec son. Vous êtes d'accord, hein? Un code propre, c'est mieux comme ça. Un code propre est toujours écrit avec son. Alors, comment on écrit du code propre? Alors, nous, en tant que développeurs, on a avant tout des auteurs. Pour les gens qui ont fait du Java ici, on a tous connu le petit symbole arrobase au sort en Javadoc qui nous dit qui a écrit une classe au départ. Et donc, en tant qu'auteur, nous avons des lecteurs. C'est très important. On n'écrit pas que le code pour la machine, mais on l'écrit aussi pour les futurs développeurs qui vont devoir maintenir le code et passer derrière nous. Et donc, on a la responsabilité en tant que développeur de bien communiquer avec nos lecteurs. Et donc, il faut qu'on prenne soin de nos lecteurs. Parce que les lecteurs, les futurs développeurs qui vont passer après nous, ce sont les personnes qui vont juger notre travail. C'est très très important. Le code que vous avez laissé sur un projet, c'est le code qui va apparaître avec votre trigramme et qui va vous suivre jusqu'à la fin des temps. Donc prenons soin de nos lecteurs. Ensuite, quelques chiffres. Quand on développe, on passe la majorité de notre temps à lire du code plutôt qu'à en écrire. Le ratio, il est à peu près de 10 à 1. On écrit 10 fois plus de code qu'on en écrit. C'est un ratio qui est énorme. Une fois qu'on a compris ce ratio, on se rend compte qu'il faut que nous lisons constamment l'ancien code pour écrire le nouveau. C'est une logique implacable. Donc, à un moment qu'on part vraiment sur un projet from scratch, mais au fur et à mesure qu'on avance, on écrit du code, on travaille avec nous, etc. Donc, si on veut du code qui soit facile à écrire, il faut que le code aux alentours soit facile à lire. On ne peut pas y échapper. Alors, comment produire du code qui est facile à lire? Alors, du code propre, ce qu'on appelle du clean code, c'est un peu comme une œuvre d'art, c'est un peu comme une toile. Quand on va dans un musée ou même dans la rue, etc., lorsqu'on voit une toile, une œuvre d'art, on reconnaît assez facilement que c'est une œuvre, parce que ça parle un petit peu à tout le monde, c'est transcendant. Par contre, dessiner une œuvre, peindre une œuvre, c'est tout à fait différent. On peut reconnaître une œuvre, mais la peindre, c'est encore autre chose. Pour le code, malheureusement, c'est pareil. Produire du code propre, reconnaître du code propre, c'est très facile. En produire, ça l'est beaucoup moins. Alors pourquoi ça l'est beaucoup moins? Parce que ça demande de la discipline et de l'expérience, et de la rigueur. Alors, quand un peintre peint une œuvre, il va prendre son petit pinceau, il fait ses dessins, etc. Il laisse parler son imagination, il peint, mais s'il peint trop, en fait, ce qu'il vient de peindre, ça va se perdre dans la toile. Donc il faut qu'il s'arrête de peindre, sinon tout le travail est ruiné. Pour le code propre, c'est à peu près la même chose. On va avancer, et à un moment donné, il faudra dire stop, là on est bon, et on avance. On va regarder un petit peu de code ensemble, beaucoup moins complexe que celui qu'on a vu avant. Et donc je vous laisse découvrir ce bout de code. 30 secondes. Qu'est-ce que fait ce bout de code? Là, on a un code qui n'est pas très compliqué, hein. C'est assez simple, on a quelques lignes, c'est relativement bien indenté. Hein, on a quelques variables, hein. Une première qui s'appelle liste 1. On parcourt cette liste
avec une variable qu'on appelle x, et on retourne la liste tout ça. Donc il n'y a vraiment rien de transcendant. C'est quelques variables, une boucle for et un if. Et pourtant, on ne sait pas ce que fait ce code. C'est un code qui est simple, mais ce qu'il fait, c'est très implicite. On ne sait pas ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire getZ. Pourquoi la méthode s'appelle comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans toList. Ça ne parle pas. On ne sait pas pourquoi on va vérifier à la position 0 de x, donc un tableau entier. Pourquoi à 0, on va vérifier qu'on a la valeur 4. On ne sait pas. C'est des choses qui sont très implicites. Ça aurait pu être dans le code, ça aurait pu être commenté. Ça ne l'est pas. Donc, c'est pas simplement, il ne faut pas simplement avoir du code qui soit simple ou pas complexe. Là-dedans, on a vraiment une complexité algorithmique. Il faut qu'on ait du code qui nous parle. Alors, on va essayer d'améliorer ce code-là un petit peu ensemble. On va renommer un peu les choses. Alors, cette méthode-là, c'est une méthode qui pourrait être issue du jeu des mineurs. Vous connaissez tous le fameux petit jeu des mineurs. On a un tableau avec des cases, et on va cliquer sur les cases pour les marquer. Donc cette méthode-là, son nom nous dit qu'elle va retourner les cellules, donc les cases, qui sont marquées, qui sont flaguées. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on crée plus une liste classique, on va créer une liste avec le nom flag_cells, pour dire dedans, je vais avoir toutes mes cellules qui sont marquées. Ensuite, pour avoir ces cellules, on va parcourir non pas une liste quelconque, mais le tableau du jeu, le gameboard. Et dans le gameboard, on ne va pas avoir une variable x quelconque, on va avoir une cellule qui est représentée par un tableau entier. Et cette cellule, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à la position 0, en fait, qui correspond au statut de la cellule. On vérifie si elle n'a pas la valeur 4, mais si elle est bien flaguée. Donc on a remplacé ces valeurs numériques, ces nombres magiques, par des constantes. Et une fois que tout ça c'est bon, on ajoute la cellule dans la liste des départs et on retourne ce bout de code. Alors là, on n'a rien changé à la complexité du code. On a le même nombre de variables, on a la même boucle, le même if. La seule chose qu'on a fait, c'est nommer correctement les choses. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller un peu plus loin? Est-ce que c'est suffisant là ou est-ce qu'on doit aller plus loin? Mettre des commentaires? Peut-être, ouais. Alors on ne peut pas mettre des commentaires parce que là, finalement, la méthode est très très simple et ça part de soi-même. Le commentaire doit être mis que s'il y a vraiment une spécificité technique ou quelque chose de très particulier qui ne saute pas aux yeux aux développeurs en lisant le bout de code. Mais quand on lit ça, c'est assez clair. Mais on peut encore aller un tout petit peu plus loin. On a vu qu'on travaillait avec des tableaux entiers. Qu'on présentait une cellule de notre plateau de jeu sous forme de tableau. Et pourquoi pas directement la représenter avec un objet, avec une abstraction qui représente cette cellule. Et c'est ce qu'on vient de faire. On vient de remplacer notre tableau entier par une classe cell, qui est une cellule, comme son nom l'indique. Et la particularité de cette cellule, c'est que plutôt que d'aller vérifier si la position 0 de mon tableau est bien la valeur 4, on va juste vérifier, on va juste interroger la cellule avec une méthode qui va nous demander est-ce que ma cellule est flaguée, tout simplement. Si ma cellule est flaguée, j'ajoute dans mon tableau. Avec ça, en fait, on ne se pose pas la question de savoir comment les données sont représentées. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de savoir si la cellule est flaguée ou non. Alors, dans notre classe cell, la cellule pourrait être représentée par un tableau d'entier comme on l'a vu, ou d'une autre manière totalement arbitraire. Ça, on s'en fout clairement. Ce qu'on veut, c'est savoir ce que fait notre code. Et là, on est plutôt pas mal. Là, on peut s'arrêter de peindre. Le code parle de lui-même. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Ouais, on continue? Alors, ce qu'on vient de faire là, c'est qu'on vient de donner du sens au code. On vient de révéler les intentions qu'on avait en nommant bien les variables. On a choisi la bonne abstraction de données en visant donc la programmation objet, représentant notre tableau sous forme d'un objet cellule. Et on a enfin un code qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. Et pas besoin de commentaires. Donc là,
Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec tout ça. Est-ce que le code que vous voyez là, il paraît un peu plus clair que le code qu'on voit là? C'est le même code, hein, on a juste renommé les choses un petit peu, c'est la même complexité. C'est OK? Maintenant, si on part sur un deuxième exemple, on va essayer d'être un peu plus précis, un peu plus concis. Admettons qu'on travaille pour une grande surface, une chaîne de supermarchés. On a besoin de développer un logiciel qui représente les produits qu'on vend, les aliments par exemple. Et donc on a une classe aliments. Et si on veut savoir si cet aliment est comestible, donc s'il est edible en anglais, on va vérifier plusieurs choses. D'abord, on va vérifier si la date de consommation elle n'a pas expiré. C'est la première ligne. La deuxième ligne, ça va être, on va vérifier si le produit est conforme, s'il répond à la réglementation, s'il a différentes normes, etc. Et enfin, la troisième ligne, on vérifie si le produit il a été inspecté, il a été contrôlé. Donc, les specs du métier nous disent un aliment est consommable s'il répond à 3 critères. Le premier, c'est la date d'expiration est inférieure à la date du jour. Le produit, il est conforme à la réglementation. Et la troisième, c'est il a été inspecté. Donc là, on a une méthode qui fait quand même pas mal de choses. On peut peut-être simplifier ça. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, les différents tests, je viens de les éclater, je les ai extraits dans notre méthode. Et pour savoir si mon produit il a une date de consommation qui est encore valable, et ben, j'ai tout simplement créé une méthode isFresh. Si je veux savoir si mon produit est conforme à la réglementation, j'ai une méthode isOption. Et si je veux savoir si mon produit a été correctement inspecté quand on faisait le tour de la gestion des stocks, j'ai une troisième méthode qui fait ça. Donc là, on a un code qui est beaucoup plus parlant, parce qu'on a extrait certains bouts de code dans d'autres méthodes. Mais l'avantage de tout ça, c'est pas simplement qu'on a rendu nos codes plus clairs, plus propres, enfin plus visibles, mais c'est surtout qu'on a un code qui colle beaucoup plus à l'analyse, au métier. Si demain le métier change d'avis et on veut rajouter une quatrième règle, la seule chose qu'on fera ici, c'est d'aller rajouter une quatrième méthode qui correspondra à la règle du métier. Donc, un simple changement des specs, c'est un simple changement dans le code. On a été précis et concis sur ce qu'on a. Alors, si on résume un petit peu tout ça, une méthode doit être courte, comme ça elle est un peu plus visible. Elle doit faire qu'une seule chose et la faire bien. Et ensuite, elle ne doit n'effectuer qu'un traitement ou retourner une valeur. On ne fait jamais les deux à la fois. Sinon, ça crée de la confusion et on ne sait plus vraiment ce que fait la méthode. Est-ce que quelqu'un connaît le principe de la fenêtre brisée? Ouais? Hein? Ok. Alors, le principe de la fenêtre brisée, c'est assez simple. Vous prenez un bâtiment classique en ville, qui est relativement bien entretenu. Tout va bien, il y a des propriétaires, des habitants. Et un jour, vous avez une fenêtre qui est brisée. Alors, si vous êtes un propriétaire consciencieux, vous allez vous dire, je la répare tout de suite ma fenêtre. Et puis, si vous n'êtes pas vraiment un propriétaire qui prend soin de ses affaires, vous allez dire, bon, c'est pas grave, je vais réparer plus tard. Mais lorsque vous voyez un bâtiment avec une fenêtre cassée, c'est un bâtiment on a le sentiment qu'il a été abandonné. Et si vous laissez traîner la chose, vous allez avoir pas une fenêtre cassée, mais une deuxième, puis après une troisième. Et au bout d'un moment, vous allez avoir des graffitis qui vont apparaître sur le bâtiment. Et là, le sentiment d'abandon, il va devenir une réalité. Donc pour ne pas avoir de fenêtres brisées, plus de fenêtres brisées, on aurait dû réparer la fenêtre tout de suite. C'est un concept qui a été utilisé par la police de New York pour lutter contre la criminalité. C'est bizarre, hein? On répare des fenêtres, on lutte contre la criminalité. Tout simplement parce que la police de New York a fait le parallèle entre les bâtiments qui sont mal entretenus, qui sont insalubres et abandonnés, sont des bâtiments où un trafic de stupéfiants va se développer. Généralement, dans les quartiers où on a un taux de criminalité qui est élevé, c'est dans ces quartiers-là où on a
des bâtiments qui sont les plus délabrés. Alors pour lutter contre ça, le maire de New York a fait une chose qui est assez simple, c'est qu'il a infligé des amendes très très fortes aux propriétaires de bâtiments qui ne prenaient pas soin de leurs bâtiments, typiquement pour éviter qu'on ait des fenêtres cassées. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut garder votre code propre, il faut penser à ça. Il ne faut pas vivre avec des fenêtres cassées. Non pas que le management va vous mettre des amendes, ça c'est pas le sujet encore, ça je ne sais pas. Mais si vous laissez votre code pourrir, enfin une partie de votre code pourrir, le reste pourrira forcément avec. Donc pour prendre soin de votre code, ça se fait tout au long de la durée de vie du projet. Et voilà, ne vivez pas avec des fenêtres brisées. Donc on a vu un petit peu comment légèrement bien nommer les choses, un petit peu bien coder. On va aborder un autre sujet qui s'appelle la duplication de code. La duplication. Alors, la duplication de code et la duplication d'informations en général, c'est quelque chose qui est un vrai poison dans le projet. Lorsque l'information est dupliquée à différents endroits et que vous voulez faire évoluer votre projet, vous allez devoir aller chercher à chaque endroit dans votre code ou dans votre documentation qu'est-ce qu'il faut faire évoluer. Si une spec se met à jour, et il faudra mettre à jour l'analyse technique, l'analyse fonctionnelle, etc. Le code c'est pareil. Si vous copiez-collez votre code de classe en classe et ainsi de suite, le jour où vous faites une évolution, vous allez devoir aller retrouver chaque portion de code que vous avez copié-collé pour pouvoir les mettre à jour et faire votre évolution. Alors c'est quelque chose qui est assez risqué parce que quand on duplique l'information, quand on duplique le code, souvent on oublie où est-ce qu'on a dupliqué. Et on se retrouve assez vite avec un code spaghetti. Alors, on va voir ensemble comment essayer de lutter contre cette duplication de code. Alors, on a différents types de duplication. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle la duplication qui est imposée. Alors, c'est une duplication qui semble imposée par l'environnement. Typiquement, vous avez, vous travaillez sur un projet, vous avez une base de données avec plusieurs tables, l'information est dupliquée dans les tables, vous allez utiliser un ORM pour générer vos classes, et cette information-là va être également dupliquée dans vos classes. Donc là, on est sur une duplication qui semble imposée par notre environnement, ça nous tombe dessus, on n'a pas le choix, il faut vivre avec. Ou alors, vous avez des critères qualité assez exigeants dans votre projet, et vous voulez, par exemple, avoir 20% de votre code qui est commenté. Si vous avez une classe qui fait 100 lignes, vous voulez qu'il y ait 20 lignes de cette classe soient des commentaires. Et généralement, ce qu'on fait, c'est quand on travaille un objet, on travaille avec un petit peu des types d'abstraction, on va vouloir faire une interface et son implémentation. Et quand on commente la méthode de l'interface, on dit ce qu'elle fait. Et quand on commente la méthode de l'implémentation, on va prendre le même commentaire. Là, on a une information qui est dupliquée. Pourtant, ce qu'on attendrait, c'est pas forcément ça, c'est pas simplement copier-coller ce commentaire, mais plus se dire, dans mon interface, je dis que doit faire ma méthode, et si je dois commenter mon implémentation, je vais donner des détails sur cette implémentation. Donc ça, c'est la première forme de duplication, celle qui est imposée. Ensuite, on a la duplication qui est involontaire. La duplication qui est involontaire, c'est souvent dû à une erreur de conception. En fait, le développeur ne se rend pas vraiment compte qu'il duplique quelque chose, ou un bout de code ou une information. Ça peut être par exemple des données qui sont calculées. On va enregistrer ou avoir une classe qui a plusieurs attributs. Attribut A, attribut B, ce sont des entiers, et l'attribut C, c'est la somme des deux. Stocker, avoir une représentation du résultat du calcul, en soi, ça n'apporte pas vraiment d'importance parce qu'on est capable de recalculer tout ça. Une troisième chose, c'est la duplication qui est impatiente. Souvent, on a des contraintes de temps sur le projet, on a la pression, on a le management qui nous encourage, ou le chef de projet, ou le métier qui nous dit voilà, il faut qu'on livre, on a une date. Et ce genre de pression, ça nous encourage à prendre des raccourcis. Donc on va se dire j'ai pas le temps, il faut que je livre pour vendredi. Donc ce bout de code là, je vais copier-coller, et puis je reviendrai plus tard, après la livraison, pour améliorer tout ça. Donc on a des raccourcis et des facilités, et souvent, plus tard,
c'est jamais. On revient, une fois que c'est en prod, une fois que c'est développé, on revient plus dessus. Et enfin, on a la duplication interdéveloppeur. Celle-ci, c'est certainement la plus dure à éradiquer. C'est quand vous avez plusieurs développeurs qui vont travailler sur des fonctionnalités différentes dans des endroits différents du code et qui vont devoir créer la même chose. Par exemple, si vous travaillez dans une banque ou sur des systèmes qui gèrent des informations bancaires, vous êtes souvent amené à devoir vérifier la validité d'un IBAN. L'algorithme pour valider un IBAN, il est assez simple, on trouve facilement sur Wikipédia, etc. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que nous, on va prendre cet algorithme, hop, on va le coder dans notre coin, etc. Puis un autre développeur, dans son coin aussi, va devoir valider un IBAN. Il va faire la même chose, il va chercher un petit peu sur Internet, il va trouver cet algorithme, il l'encode, et voilà. Et vous avez une validation d'IBAN qui a été développée à deux endroits. Si vous allez dans une banque et vous allez voir les applications qui sont développées, vous verrez que la validation d'IBAN elle a été dupliquée à des milliers d'endroits. Elle n'est pas à un endroit, elle est à des milliers d'endroits. Et pourtant, c'est la même chose. Donc c'est certainement la duplication la plus dure à identifier et la plus dure à éviter. Alors, comment éviter tout ça? Alors, la première chose, c'est un concept qu'on a peut-être déjà tous vu, c'est don't repeat yourself. Donc, éviter de vous répéter. Ça paraît simple comme ça, mais éviter de dupliquer du code, c'est quelque chose qui paraît très basique. C'est pas un design pattern, c'est simplement, c'est vraiment la base de la conception. Et pourtant, on en voit tous les jours. Il faut vraiment garder ce concept de rail en tête et l'appliquer toujours, tous les jours au sein de notre vie de développeur. Ensuite, il faut rendre votre code simple à réutiliser. Si votre code n'est pas simple à réutiliser, les gens ne le feront pas. Et ils ne vont pas réutiliser votre code, ils iront simplement redévelopper la même chose. Donc c'est très, très important. Il ne suffit pas simplement de coder quelque chose, mais il faut le rendre simple à réutiliser et qu'il soit lisible. Que les gens aient envie de le réutiliser. Et enfin, la dernière chose, c'est éviter au maximum de faire des Ctrl-C, Ctrl-V. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais même moi, quand on code jour le jour, à un moment donné, il faut que j'aille vite, je prends le bout de code là, je le mets là, et on verra plus tard, et ça, on ne vient jamais dessus. Ensuite, l'orthogonalité. On va faire un petit peu des rappels de géométrie. Alors, si on prend un plan avec un axe x et y, qu'on a un point P, la valeur de P sur x sera toujours la même. Si on prend P sur x et qu'on bouge sur l'axe x uniquement, sa valeur sera toujours la même sur l'axe y. Autrement dit, si on a deux éléments A et B qui sont orthogonaux, deux éléments A et B sont orthogonaux si toute modification sur l'un n'impacte pas l'autre. C'est ce qu'on appelle l'orthogonalité. Ça veut tout simplement dire qu'on a du code qui est indépendant et découplé. Alors, les avantages de l'orthogonalité, c'est d'avoir un code qui soit facilement testable, puisqu'il n'est pas lié à d'autres parties du code. C'est un code qui est isolé parce qu'il a son périmètre métier, il fait exactement ce qu'on lui dit de faire. Et enfin, c'est un code qui est réutilisable. Alors, comment faire du code qui soit orthogonal? Alors, il y a une loi qui s'appelle la loi de Demeter qui dit la chose suivante. Si on a une méthode M dans un objet, elle ne peut appeler que l'objet lui-même, les arguments de M, les objets qu'elle va instancier elle-même, et aussi tous les autres membres de l'objet. Autrement dit, vous ne parlez qu'à vos amis, vous ne parlez pas aux étrangers. Si on fait un parallèle un petit peu bizarre avec le monde de l'espionnage, si vous regardez un petit peu des séries comme Homeland, ou vous regardez des films d'espionnage comme James Bond, vous verrez que dans ce milieu-là, on travaille par cellules. On a un réseau d'espionnage et chaque cellule est indépendante. Chaque cellule d'espion est indépendante. Et si on a une cellule qui est corrompue, l'intégralité du réseau continue de fonctionner. La NSA, la CIA ne va pas s'écrouler parce qu'une de ces cellules a été corrompue. Donc on a vraiment une isolation. Alors, un petit exemple pour illustrer tout ça. Est-ce que tout le monde voit que la lumière, c'est OK? Alors, on a une classe
customer qui a un portefeuille à gauche. Et on a la même chose à droite. À gauche, on veut que notre customer paye 3 $. Voilà. Alors, pour faire payer 3 $ à notre customer à gauche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord accéder à son portefeuille. Ensuite, on va vérifier dans son portefeuille le montant de l'argent qu'il a, qui lui reste. On va soustraire ce montant et voilà. Donc, on a mis à jour le contenu du portefeuille. Alors, le code qu'on a à gauche, il n'est pas très sexy. On fait quelque chose de simple, on appelle les getter setter, on a un enchaînement en fait, qui n'est pas super sympa, et surtout on peut voir qu'on a une profondeur, on a un nombre de points. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? En fait, on n'appelle pas que nos amis, on va beaucoup plus loin, on appelle les étrangers. Et notamment dans ce cas-là, les amis, c'est uniquement wallet, quand on est dans le cadre du customer. Et j'ai pas besoin de savoir, d'aller voir le montant de ce qu'il y a dans le portefeuille. Moi, je veux juste que mon client il paye 3 $, qu'il paye par carte, qu'il paye par chèque, qu'il paye avec sa monnaie, je m'en fous. Et là, à droite, on a une solution qui est un peu plus propre. Donc, on a la même classe, avec donc, le customer, avec toujours son portefeuille. Et plutôt que d'accéder à son portefeuille, on va simplement dire paye 3 $. Fais-moi un paiement de 3 $. Et c'est cette méthode-là qui ensuite va se charger d'aller dans mon portefeuille, soustraire le montant qu'on vient de demander. Alors ça paraît anodin comme ça, mais là on a totalement découpé notre code. On a vraiment une dépendance qui est très très faible. Dans ce cas à droite, on s'en fout de savoir comment on va payer la personne. Ce qu'on veut, c'est qu'elle paye. Si demain mon customer n'a plus un portefeuille mais qu'il a une carte de crédit, c'est la même chose. On aura toujours la même méthode. C'est clair pour tout le monde? On continue? Alors, là, ce qu'on a à voir, c'est qu'on a vu les principes d'orthogonalité qui permettent de réduire l'interdépendance entre les composants, et on a vu comment minimiser la duplication. Et ces deux éléments-là, ensemble, ça va nous permettre d'avoir une architecture qui est beaucoup plus flexible, beaucoup plus compréhensible, facile à maintenir, tester et débugger. Alors, pourquoi est-ce important d'avoir une architecture qui soit flexible? Alors, dans la durée de vie d'un projet, on n'a jamais de décision finale ou irréversible. Les specs, les besoins, tout ça vont évoluer avec le temps, et ce qui est normal. Donc, si on part sur des choix techniques figés, on va avoir du mal à les changer. Typiquement, aujourd'hui, je développe une application avec une base de données MySQL, Oracle, tout ce qu'on veut. Demain, si je veux changer cette base et la remplacer par une base NoSQL, il faut que je puisse faire ça très très simplement. Il faut que mon architecture soit flexible. Et pour qu'une architecture soit flexible, il faut qu'on pense composants et que les composants soient réutilisables ou indépendants. Une architecture flexible, c'est quelque chose qui va faciliter l'agilité. On va être capable de répondre aux changements beaucoup plus facilement qu'avec quelque chose de figé depuis le début du projet, etc. Donc, pensez composants réutilisables. Quand je vous parle de composants réutilisables, à quoi vous pensez? Si dans les buzzwords actuels, on a une petite conférence sur le sujet ce matin. Utiliser les librairies communes. Ouais. Ok. C'est C'est ça. Alors, généralement, quand on parle de composants réutilisables, on va maintenant se poser la question, est-ce que je reste en monolithe ou est-ce que je fais du microservice? Les microservices, c'est des composants réutilisables, ils sont indépendants, ils sont facilement déployables, ils sont testables. Bref, ils correspondent à la flexibilité que je vais avoir au sein de mon architecture. Alors qu'un monolithe, c'est un bloc unique, on a des couches, comme on l'a vu ce matin, le code est spaghetti, etc. Si on veut avoir une architecture flexible, on a tendance à dire qu'il faut partir vers du microservice. Est-ce que vous pensez qu'il faut partir vers du microservice? Ça dépend de l'environnement sur lequel on développe. Ouais. Okay. Alors, quand on parle de composants réutilisables, c'est pas parce qu'on veut des composants réutilisables qu'il faut forcément aller vers des microservices. On peut très bien avoir des composants réutilisables au sein des applications monolithes. Quand on parle de microservices aujourd'hui, c'est un concept qui fait fureur, qui est nouveau, c'est un buzzword, c'est le nouveau SOA. Et en fait,
on ne fait que réinventer la roue. Je pense qu'il y a des gens qui ont développé il y a plus de 10 ans, ils connaissent tous les jars. Les jars, un jar, ça peut être autonome. Un jar, ça peut être versionné. Un jar, ça peut être déployé à plusieurs endroits. Et nos composants réutilisables peuvent être représentés sous la forme de jar, ou même sous la forme de classe. Ce qu'on veut, c'est avoir un ensemble d'objets qui représentent une fonctionnalité et que la somme de tous ces composants-là soit orthogonaux. Que si j'en bouge un, tout le code qui est à côté ne casse pas. Donc quand on parle d'architecture flexible, ne partez pas forcément bien du microservice pour faire du microservice. Vous aurez pas de faire du microservice si vous avez besoin de scaler, de faire la mise à l'échelle, mais dans la plupart des projets, ce n'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez penser composants réutilisables dans vos applications monolithes, et le jour où vous avez des problèmes de performance, de mise à l'échelle, vous prenez tout simplement ces petits composants-là, vous les sortez, vous les assemblez un à un en faisant du microservice. Alors, tout à l'heure, on a parlé de refactoring, donc on va essayer d'un petit peu explorer le sujet. Alors, le refactoring, généralement, c'est un terme qu'on utilise pour désigner la façon d'améliorer le code existant. Quand on refactor quelque chose, c'est qu'on va modifier le code à l'intérieur sans forcément casser ce qu'il y a à l'extérieur, casser son fonctionnement. Alors, quand est-ce qu'on refactorise? Tout simplement le plus tôt et le plus souvent. Souvent, on a tendance à croire que la maintenance d'un projet, la période de maintenance d'un projet arrive à la fin du projet, une fois qu'on a livré, qu'on a mis en prod, etc. Or, la maintenance d'un projet doit être continue tout au long de la vie du projet. Donc, on est toujours en mode refactoring. Alors, on va refactorer quand on est dans certains cas. Le premier cas, c'est quand on rencontre une violation du principe drive qu'on a vu tout à l'heure, de donc repeat yourself. Alors, comment on viole ce principe? Alors, il y a la règle de 3 de Don Roberts qui nous dit que la première fois qu'on fait quelque chose, qu'on développe une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau bout de code, on va le faire, tout simplement. La deuxième fois qu'on fait la même chose, on va voir qu'on grimace. On voit qu'on est en train de dupliquer, on ne sait pas comment faire, on duplique quand même. Et la troisième fois qu'on va faire la même chose, c'est signal pour refactorer. Tout simplement parce que, à force de répéter les choses, vous allez avoir une compréhension plus globale de ce qui est dupliqué. Et là, vous serez, à force de le faire, apte à refactorer tout ça et à supprimer ces duplications en mergeant les objets les uns les autres, en rendant votre code non dupliqué. Une autre façon de savoir quand il faut refactorer, c'est quand on a un design qui est non orthogonal. Alors, on a un couplage fort. Là, on a plein de composants et ils ont tous des dépendances les uns vers les autres. Ça veut dire tout simplement que si je touche à ce composant-là en bas à droite, il y a de fortes chances de casser tout le reste. Donc là, l'évolution du code est risquée, est compliquée. Donc, quand on est dans ce genre de cas-là, il faut refactorer. Comment on refactorer? Alors, la première chose à savoir, c'est qu'on ne peut faire qu'une seule chose à la fois. On a la métaphore des deux chapeaux de Martin Fowler qui nous dit ça. C'est soit on a une casquette où on ajoute une fonctionnalité, donc là on est développeur, on a la tête dans le guidon, on veut que notre feature marche, on travaille là-dessus, on ne se soucie pas de l'existant, de savoir comment ça se passe à l'extérieur, on veut que notre code marche. Et une fois que notre code marche, on prend le chapeau refactor, et là on recule un petit peu, on regarde un peu notre projet dans l'ensemble, et on va essayer de faire en sorte que ce qu'on vient de développer, le code qu'on vient importer, il n'apparaisse pas comme du nouveau code. Il faut que le code apparaisse comme un code qui était là depuis le début du projet. Et c'est ça la réussite d'un refactoring, c'est quand le code qu'on vient d'ajouter est présent comme s'il était depuis le début du projet. Une fois qu'on a ça, on a bien refactoré. Une autre chose pour faire du refactor, on en a parlé tout à l'heure aussi, ça a été évoqué, c'est d'avoir de bons tests. D'abord, vous faites vos tests, ils fail, ensuite ils passent, et une fois que vos tests sont passés, vous pouvez les refactorer, vous pouvez retravailler tout ça. Tout simplement parce que vous avez une couche de test qui fait office de filet de sécurité, qui va vous permettre
de savoir ce qu'il y a, de savoir que ce que vous redéveloppez, ce que vous modifiez dans le code, ne va pas casser la fonctionnalité que vous venez de développer. Donc c'est le pattern ren et refactor qui s'assimile beaucoup au TDD. Donc avoir de bons tests c'est essentiel pour refactorer. Si vous n'avez pas de test tout court, vous êtes incapable de savoir si vous loupez quelque chose, si vous oubliez quelque chose, si vous ajoutez de la régression ou pas dans ce que vous voulez faire. Et enfin, pour refactorer, on fait ça pas à pas. On ne se lance pas dans des grands chantiers de refactoring en disant le projet c'est de la merde depuis 3 ans, on coupe tout, on recommence, from scratch. C'est la meilleure façon de se planter. Parce qu'on va repartir en faisant les mêmes erreurs, parce qu'on n'aura pas fonctionné en mode maintenance continue. Donc il faut y aller petit à petit, ne pas hésiter à aller dans le code qui nous paraît pas si propre que ça, d'aller piocher la feature la plus profonde, la plus simple à modifier, à refactorer, et d'y aller petit à petit. On refactor, feature après feature, méthode, classe, ainsi de suite, et on recommence, on teste, on recommence, etc. Donc, si on récapitule un petit peu tout ce qu'on a vu, on a vu comment donner du sens au code en révélant les intentions. On a vu qu'il fallait être précis et concis, ne faire qu'une seule chose à la fois. On a vu aussi qu'il fallait donc lutter un maximum contre la duplication. On a vu qu'il fallait aussi limiter le couplage pour avoir des composants indépendants. On a vu qu'une architecture doit être au maximum flexible. Et enfin, qu'il faut qu'on refactorise. En fait, tout ça, ça ne s'apprend pas en regardant des slides. Ça ne s'apprend pas en lisant simplement des bouquins ou en allant voir des présentations comme aujourd'hui. Il faut avant tout pratiquer. Et c'est comme le vélo. On peut vous enseigner toutes les lois de la physique. Je veux dire que pour pédaler, vous devez garder votre guidon bien droit et pédaler dans ce sens-là. Si vous n'avez jamais monté sur un vélo, la première fois que vous monterez, vous tomberez immanquablement. Donc la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Et en pratiquant, j'espère que vous pourrez passer ce genre de projet à ce genre de projet. Voilà. Ça, c'est du génie. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Non? Pas du tout. On recommence? Non, t'as dit qu'il fallait passer l'été. Ok. Et alors la solution pour avoir tout ça, qu'est-ce que la conclusion c'est quoi? C'est que c'est un. Alors moi je dis que c'est un peu la. Alors compris qu'on refait parce que là. Mais non, j'ai pas compris. Pour moi C'est conceptuel? non, c'est l'état d'esprit des gens. Ah oui, ouais. Voilà. Parce que ceux qui ont connu d'autres périodes de l'informatique, à chaque fois c'était la même chose. Tu peux faire de la merde en n'importe quel langage ou tu peux l'écrire tout de suite plus ou moins propre. C'est ça. Donc, que ce soit le langage d'après, le langage d'avant, n'importe lequel. Ouais. Mais- Ben, en fait, ce que je viens de résumer là, c'est un petit peu tiré d'un mouvement qu'on appelle le software craft machine, qui mise plus sur la phase d'être pragmatique, d'être proactif dans notre métier et ne pas simplement pisser du code vulgairement. Et c'est vraiment un état d'esprit à avoir. Vous ne pouvez pas vous baser sur des outils pour faire ça. Vous ne pouvez pas vous dire j'utilise telle techno ou tel langage. La solution, elle n'est pas dans la technique, c'est vraiment dans l'humain. C'est la personne qui travaille qui va faire tout ça. Et on est un petit peu des artisans dans tout ça. On développe jamais la même chose deux fois. Sinon, ça serait super facile. Hein. Écrire du logiciel, ça pourrait être automatisé très simplement. Chaque logiciel qu'on écrit est unique. Et en fait, on aura toujours besoin de développeurs pour développer et maintenir le code existant. Et si on a du code qui est un peu plus facile à maintenir et qui a été écrit avec un peu plus de soin, ben les projets coûteront un peu moins cher, les clients seront un peu plus contents et les développeurs apprécieront un peu plus de travail dans des environnements un peu plus propres. Puis il y a des projets quand même où on est en maintenance plus longtemps que 2 ans. Ouais. Voire 15, 16. C'est des projets qui marchent. Au niveau de la visibilité, ça reprend finalement ce qu'il y avait dans une présentation, je crois, ce matin, qui disait qu'il ne fallait pas du tout chercher à optimiser son code
dès le Ouais. début, plutôt de le rendre visible et éventuellement de l'optimiser C'est ça. par la suite. C'est ça. Je prends un cas classique, c'est déjà arrivé qu'on tombe sur du code où le développeur qui était avant, il met du générique. Du générique partout. Donc en gros, quand tu lis le générique, c'est imbouffable. Tu sais pas ce que ça fait, tu Ouais. sais pas dans quel cadre c'est utilisé. Souvent, il n'y a pas de test à côté pour montrer comment on utilise ce bout de code en test générique. Et en fait, tu as l'impression que c'est plus pour que le développeur montre mette en avant son ego en Ouais. disant t'as vu, je suis capable de faire un truc super chiané, mais tu n'arriveras pas à l'utiliser derrière, quoi, parce que t'es nul. Alors qu'en fait, c'est juste que c'est visible. C'est ça. On est vraiment sur des problèmes de performance quand on développe. On est plus sur des problèmes de lecture du code. On comprend pas ce qu'il fait, c'est pas clair. Et c'est même d'ailleurs pour ça qu'on a des bugs. Parce qu'on introduit des bugs malgré nous. Je pense pas que les développeurs les fassent de leur propre gré. Parce que tout simplement, on est passé à côté de quelque chose. On a mal compris quelque chose, on l'a mal implémenté. Et si c'est mal écrit, on aura du mal à le corriger. Et on aura du mal à le faire évoluer. Voilà. Ça dépend avec quel prestataire tu travailles. Il y en a qui considèrent que les bugs d'aujourd'hui sont les jours de demain. Et les jurons, c'est pas forcément les leurs. Oui, c'est peut-être pas l'erreur, ouais. Peut-être un gros complot. C'est ça. Place du Luxembourg. Complot de développeur. Débloque un bug là, toi tu mets un joie. Bien. Merci. Merci.